En 2022, ils occupaient la présidence et nous avons remporté l'élection. Ils ne sont pas très à l'aise dans l'opposition et peinent à s'organiser politiquement, surtout à présenter une proposition au peuple brésilien. Ce sont des gens qui bradent le pays, ne défendent pas notre souveraineté, ne sont pas patriotes et n'ont rien à dire sur l'économie populaire, car à leur époque, ils ont livré le Brésil en 2022. La situation économique était très critique. J'ai le plaisir d'inviter à notre table ronde la députée fédérale Gleisi Hoffmann, ancienne ministre des Relations institutionnelles du gouvernement Lula, pré-candidate au Sénat pour le Paraná. Avec une longue trajectoire politique, elle a été présidente du PT, sénatrice, députée. Merci beaucoup, c'est un plaisir de parler avec vous. Soyez la bienvenue. Alors, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'ils interviennent dans le processus électoral, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les plateformes ou à travers l'économie, de la surtaxation. Cette surtaxation au Brésil n'a aucun fondement factuel ni économique. Madame considère déjà la surtaxation comme une intervention du gouvernement de Donald Trump, essayant de favoriser l'autre candidat, l'adversaire du président Lula. Craignez-vous, par exemple, une remise en question du résultat des urnes ou du fonctionnement et de la rigueur du système électoral brésilien de la part des États-Unis? Non, cela je ne le crains pas, parce que les États-Unis n'ont ni l'autorité morale ni la légitimité pour faire cela. Notre système électoral est un système respecté dans le monde entier. Nos urnes électroniques sont testées. D'ailleurs, c'est un meilleur système que le système américain. Bien meilleur, beaucoup plus avancé. D'abord, les États-Unis ont une balance commerciale positive, c'est-à-dire qu'ils nous vendent plus que nous ne leur vendons. Donc il n'y a aucune justification. Nous avons vu l'encouragement de la famille Bolsonaro. C'était Eduardo Bolsonaro qui est allé aux États-Unis, puis Flavio Bolsonaro. Tout très investi dans cette démarche pour faire pression sur la justice brésilienne. L'entourage de Lula a donné quelques réponses sur un ton plus élevé. Et là, je cite le ministre des Finances qui a traité le président argentin de clown. La ministre Guilherme Boulos a aussi dit que Milei est une caricature pathétique. Et hier, vous avez déclaré sur les réseaux que Milei est un lèche-botte de Trump. Donc, ma question est la suivante. Cette réaction des alliés du président, est-ce une action coordonnée, articulée? Et n'y a-t-il pas aussi un risque de tendre encore davantage les relations en donnant ce type de... J'ai donné une réponse politique à une attitude politique que le président de l'Argentine a eue ici. Il est venu sur notre territoire national, offenser notre président, offenser un juge de la Cour suprême. Il doit se comporter comme un président, il doit savoir qu'il représente une nation qui a des relations commerciales avec le Brésil, des intérêts économiques et aussi une longue histoire de relations. Il est important que cette enquête ait été ouverte car il n'est pas possible qu'une personne ait ce genre de relation avec nous. International, avoir ce volume d'argent impliqué pour faire un film, qui n'est même pas un film à gros budget, c'est très grave, surtout lorsqu'il s'agit d'une action menée par quelqu'un qui fait l'objet d'une enquête pour avoir mis une banque en faillite et mis en danger le marché financier brésilien. S'il y aura ou non des conséquences électorales, cela dépendra du résultat. Mais l'enquête doit avoir lieu et il doit, ainsi que Flavio Bolsonaro, répondre de cela. Mais la plus récente enquête Quest, publiée cette semaine encore, montre qu'Alvaro Diaz est en tête avec 20 points, 20% des voix. Et il y a un deuxième groupe très serré avec une égalité statistique entre 4 candidats qui sont Alexandre Thury, Deltan Dallagnol, madame, et Felipe Barros. Mais comment cela va-t-il se passer? Quel est votre plan là-bas? Quand la candidature sera lancée, pourrez-vous aller sur le terrain en tant que candidate pour voir si vous avez l'intention ou non de nationaliser ce débat pour le Sénat? Si le président Lula lui-même s'est engagé à vous aider dans votre candidature au Sénat, alors c'est le premier point. Et le deuxième concerne Deltan Dallagnol. Il apparaît là dans ce deuxième groupe à égalité technique avec vous et d'autres. Oui, pensez-vous qu'il devrait vraiment se présenter à l'élection? Il y a cette question de l'inéligibilité et s'il vaut mieux concourir avec ou sans lui, car ces voix iraient à des candidats plus proches de la pensée du docteur Dallagnol. Deltan. Écoutez César, d'abord il faut dire que le sondage est une photo du moment et il faut préciser ici que nous avons encore près de 70% de l'électorat indécis concernant le siège au Sénat. Le Sénat est le dernier poste pour lequel les gens prennent leurs décisions au moment de voter. Cette année, nous votons pour le président, le gouverneur, le député fédéral, le député de l'État et 2 sénateurs.
Donc, c'est le dernier vote. Deuxièmement, Deltan Dall'Agnol est inéligible, il a été destitué, il a été élu puis destitué parce qu'il a contourné une procédure interne du CNMP pour ne pas répondre à ces procédures et il a été destitué à cause de la loi Fischer-Limpa. Il vient de déposer une demande de certificat de situation électorale que nous contestons, évidemment, parce qu'il n'en a pas le droit, il est destitué. Il a ses droits suspendus jusqu'en 2029. Donc je ne crois pas qu'il sera candidat et il n'y a pas moyen de discuter ou de débattre avec une fraude qu'il est en train de mettre en place. Troisièmement, je serai certainement aux côtés du président Lula. Je fais partie de la liste de Lula. Nous sommes avec lui, avec le roi et son fils, bref, avec notre coalition qui répète la coalition nationale dans l'État du Paraná. D'ailleurs, Lula, 3 fois président de la République, mais rappelons ici qu'il a fait de Dilma sa successeur et l'a fait réélire. Donc 5 fois le PT est monté la rampe du Palais du Planalto. Il n'y a aucun parallèle avec un autre parti, avec un autre leader dans cette courte histoire de la démocratie brésilienne. Ces jours-ci, j'ai vu Flavio Bolsonaro au supermarché parler des prix de 2019 et les comparer avec les prix actuels. En 2019, l'effet de son gouvernement n'était pas encore visible. À notre arrivée au pouvoir, la situation était tragique. Des prix très élevés, du chômage, des revenus bas. Le président Lula a beaucoup plus à dire sur ce qu'il a fait pendant ces 4 années que ce qu'ils ont fait. Je pense qu'il nous manque une offensive du point de vue politique et de la communication pour parler à la population de la stabilité que nous vivons dans le pays et des moments importants. Nous avons de l'emploi, nous avons des revenus, nous avons des prix qui baissent, les chiffres de l'inflation alimentaire viennent de tomber, elle a baissé. Nous avons de nombreuses réalisations pour l'économie populaire et c'est cela qui compte pour la vie des gens. Vous pensez que le gouvernement se trompe en insistant autant sur la souveraineté et en ne défendant pas assez le ralentissement de l'inflation, cet héritage que vous décrivez? Du coût de la vie et des programmes sociaux relancés. La souveraineté est essentielle pour révéler qui défend vraiment la souveraineté du pays et qui est patriote. Ce n'est pas celui qui s'affiche avec le drapeau ou porte un maillot vert et jaune. C'est celui qui défend les intérêts de l'économie brésilienne, qui se bat pour que l'économie brésilienne prospère et pour que nous ayons réellement une économie en développement. C'est ce que fait le président Lula. En négociant avec fierté avec tous les pays et en apportant des dividendes à notre économie. J'appelle Anita Prado pour une autre question, candidate. Candidate, avant de conclure, je voudrais savoir ceci. J'ai des contacts au sein du gouvernement qui disent qu'il y a actuellement une grande tentative de rallier des conseillers municipaux. Des candidats, des maires et des gouverneurs qui sont du Central et qui pourraient éventuellement passer du côté du président Lula pendant cette pré-campagne en agissant comme des relais électoraux à travers le vaste Brésil, à l'intérieur du Brésil, pour récolter des voix pour le président Lula. Pensez-vous, vous qui êtes ancienne ministre des Relations institutionnelles, pensez-vous qu'il soit encore possible de rallier des personnalités qui ont déjà été alliées au président Bolsonaro pour qu'elles soutiennent maintenant le président Lula? La victoire électorale dépend de l'empathie avec le peuple brésilien. C'est dire ce que nous faisons, ce que nous représentons et ce que Lula représente pour la fierté de ce pays et pour l'économie populaire. Donc, nous allons avoir notre noyau d'alliance avec ces partis dits de gauche, dits centre-gauche, et avec des franges de partis du Central, du centre-droit, qui ont toujours agi ainsi lors des campagnes présidentielles.